Votre magazine Kiosque avec mes deux invités ce matin. Nous allons poursuivre avec les attentes par rapport au gouvernement Sama 2. Nous allons parler également de l'audience prévue ce mardi 28 mars 2023 dans le procès du député national Edouard Mwanga Chouchou. Et nous allons également nous atteler sur le processus électoral indépendante. Vous savez, hier, les agents temporaires de la CENI avaient manifesté devant le siège de la centrale électorale sur le boulevard du 30 juin. Ils ont été arrêtés. C'est au total. Voilà, analyse et commentaires, c'est donc Kiosque et nous parlerons un peu de sport avec le match de ce soir, 23h, heure de Kinshasa, 0h, heure de Lubumbashi. Les RDC sera face à la Mauritanie. Les scores, quel score, le pronostic de nos invités, ça sera donc tout à l'heure à travers leurs analyses. Nous lisons tout d'abord, madame, monsieur, les titres de journaux parus dans la capitale ce matin, les journaux que nous avons reçus, bien sûr, dans ce plateau de Kiosque. L'agence congolaise de presse a écrit ce matin près d'1 million de déplacés en République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise. C'est les titres de l'agence congolaise des presses ACP de ce matin. Un autre journal, c'est Forum des As, qui a titré ce matin RDC Zambie cap sur la production des batteries et véhicules électriques. C'est les titres de Forum des As. Le potentiel signale que dans l'affaire contrat chinois, cette affaire prend une autre tournure. L'agence congolaise de grands travaux sur le banc des accusés, la justice congolaise s'est saisie du dossier. C'est donc l'éditorial du potentiel de ce matin. Alors nous avons deux invités, je disais tantôt, Isaac Ngwenda, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde qui aime ce magazine Kiosque, et je profite aussi de même occasion pour féliciter tous les promis au niveau du gouvernement. Ok, alors en face de lui c'est Cissé Traoré. Bonjour Cissé. Bonjour Gisèle, merci de l'invitation. Je suis heureux de partager ce prestigieux plateau pour discuter des questions qui concernent la nation. Pour la première fois. Évidemment, pour la première fois. Alors, vous avez un sujet particulier? Non, si sujet particulier il y a, c'est que c'est la question des élections. Je me dis que j'ai comme l'impression qu'on se perd un peu, on n'arrive pas à bien cerner les priorités. C'est vrai que même si priorité il y a, il va falloir les hiérarchiser. La RDC en ce moment ne devrait pas s'empresser pour les élections, alors qu'il y a des questions prioritaires qui devraient être préalablement résolues avant d'en arriver à la tenue des élections. Quelles sont ces questions prioritaires? Justement, laissez-moi arriver. Je ne vois pas les élections venir régler la question de la famine. Je ne vois pas les élections venir régler la question de l'agriculture, la question de la pauvreté, et ainsi de suite. Mais il y a toujours eu ces problèmes en République démocratique. La famine, l'agriculture. Voilà. Dites-vous que ce sont là les priorités sur lesquelles nous devons nous concentrer avant de parler élection. Parce que, et l'insécurité, et la question électorale, il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat. On n'est pas appelé à choisir entre les deux. On met élection là-bas, peu de l'autre côté, mais le choix est clair. D'où on devrait se concentrer sur des priorités. On déplore le fait qu'il y a hausse des prix des denrées sur les marchés, mais en même temps, on prend un gros paquet d'argent pour plonger dans le processus électoral, comme si les élections viendront résoudre la question de la famine et de l'agriculture et toutes les questions prioritaires que nous avons. Donc je me dis qu'on devrait se concentrer sur les priorités les plus pressantes, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs priorités, c'est vrai, mais il y en a qui sont les plus pressantes. C'est envers elles qu'on devrait diriger les moyens que la République a, plutôt que de nous fourvoyer dans le processus électoral. Et comme vous savez, pour la plupart du temps, les processus électoraux dans notre Afrique noire ici, vous savez comment ça se passe. Donc, la priorité me paraît être ailleurs, plutôt que dans les élections. Mais l'opposition va vous contredire en disant que les problèmes, ce sont nos dirigeants. Libre à eux. Il faut qu'on change des dirigeants pour que les problèmes soient libre à eux de nous contredire, mais croyez-moi, même ailleurs, sous d'autres cieux, ceux qui ont inventé la démocratie ont mis des décennies, des siècles
pour en arriver à des processus électoraux plus ou moins potables. Donc tant que nous sommes, nous, Afrique noire, à la queue de ceux qui ont inventé la démocratie de leur manière, nous aurons des processus électoraux un tout petit peu bâclés. Acceptons ça comme ça, ce n'est pas notre invention. Comment on peut vouloir faire mieux que ceux qui ont inventé la chose? Acceptons ça comme ça. Le processus électoral est ce qu'il est pour l'Afrique, mais cependant, il y a des priorités sur lesquelles on devait se diriger. Plutôt que de continuer à galérer, à pleurnicher pour la hausse des prix des denrées, quoi de plus normal que d'y jeter le plus gros des moyens que nous avons et ensuite venir parler des questions électorales plus tard. Mais en tant que RDC, nous avons déjà vécu ce genre de choses plusieurs fois. Il y a des décennies où le RDC a raté le compromis des élections, a raté le rendez-vous électoral. Pour autant, le pays n'a pas disparu. Est-ce qu'en tant qu'État, nous ne pouvons pas nous décider de nous concentrer sur l'essentiel? Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Hein. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Vous remettez en cause toutes les élections passées. Est-ce que nous ne pouvons pas... On a déjà raté les élections dans ce pays. On a fait des années, on n'en avait même pas eu. On n'avait même pas eu d'élections dans ce pays. La RDC demeurait pays, nation. Donc, on peut dire que la priorité ailleurs, ce n'est pas les élections. Mais trouvons un compromis. Un compromis. Je ne veux pas dire à l'Africain parce que ça paraît péjoratif, mais je dis, trouvons un compromis comme des adultes pour que l'on choisisse entre les deux priorités. On résout la question de la pauvreté, de la famine, ou on doit continuer à organiser des élections pour que notre peuple demeure dans la pauvreté. Alors le compromis, vous direz comme Marie-Josée, il faut aller 2 ans de transition. Même mieux que ça, dès lors que tout le monde y trouve son compte, dès lors que tout le monde trouve son compte, parce que c'est notre pays après tout, on décide des solutions adaptées à nos problèmes, comme nous le voulons. Ce n'est pas parce qu'on décide de retarder de je ne sais combien d'années un processus électoral que pour autant ceux qui vont râler au niveau des Nations Unies vont venir nous remplacer. Nous, en tant que Congolais, on décide de qu'est-ce qui est pressant pour nous, soit les élections, soit la question de la famine. Qu'on choisisse un peu une solution qui soit adaptée aux problèmes congolais. Parce qu'on est en train de se perdre. Je vais revenir avec vous pour cette solution adaptée aux problèmes congolais. Le temps de donner la parole aussi à Isaac Mouedza. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cissé? Bon, je ne suis pas d'accord avec mon collègue sur ce point. Pour la plus simple raison que il y a quelques années, nous étions dans le système monopartite que nous avons jugé dictatorial. Où Mobutu était au pouvoir, il pouvait rester comme il voulait, il pouvait gérer le pays comme il voulait et tout là. Et c'est un système que nous avons vomi. Nous ne pouvons plus penser un seul instant à ce système de la pensée générique de la dictature. Vous savez, ce que je retiens, mon collègue a souligné que nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord. Et l'essentiel dans notre pays aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je pense que c'est la paix à l'Est. C'est ce qui est primordial. Nous ne pouvons pas vivre ici... Y compris la question de la faim et de la pauvreté. J'arrive. Non, je ne parle pas encore de la pauvreté. Je parle d'abord de la guerre. Parce que si vous parlez de la pauvreté, de la guerre, pardon, de la famine, à l'Est, il n'y a pas la famine, je suis désolé. À l'Est, il n'y a pas la famine c'est à Kinshasa. Goma, Beni, partout, j'ai été partout là-bas. Ils n'ont pas de problème de manger, mais on ne peut pas être à l'aise sous des coups de balles. Donc le problème n'est pas là à Kinshasa, nous avons ces problèmes de famine. L'essentiel aujourd'hui en RDC, avant même de parler de la famine, pensez aux âmes qui tombent chaque jour. C'est ça l'essentiel. Mais la guerre date de 25 ans plus. Exactement, j'arrive. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'essentiel, c'est d'abord arrêter ça. Avant de penser à la famine et tout là, d'abord ça. Il faut que nos compatriotes cessent de tomber chaque jour comme des mouches. Moi, je pense que c'est prioritaire. La vie humaine est sacrée, même dans la Constitution. Je crois ceci. Nous ne pouvons pas avoir de prétexte de ne pas organiser des élections parce que il y a la famine comme mon frère a développé ici. Ça n'a pas de sens. Nous devons à tout prix aller aux élections pour consolider la démocratie que nous avons opté. Nous avons opté pour la démocratie. Mais c'est un faux problème. La fois passée, il y a eu glissement de 2 ans. On a eu des élections en 2018 au lieu de 2016. Qu'est-ce qui a apporté comme solution? Irons-nous chaque fois
5 ans après 3 ans de transition, on voit aux élections le nouveau régime en place, 5 ans après prolongement. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de respecter ce cycle électoral qu'on a déjà embrassé, organiser les élections au mois de décembre et continuer. Cela n'empêche pas le gouvernement à gérer le pays. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est l'esprit de l'opposition qui veulent un glissement, transition pour gérer le pays pendant 3 ans, 2 ou 3 ans, sans avoir le mandat du peuple. Là, je suis vraiment désolé. Je ne le soutiens pas. Bien que je sais que le problème, pour moi, le problème crucial, c'est la sécurité à l'Est. Donc, mais à ce point-là, et puis, le procès électoral avec ce qu'il y a comme tout ça, et puis moi, ce qui me fait mal, dans le régime Tshisekedi, on ne peut pas procéder en fait, on ne peut pas prendre ce qu'on a condamné avec les régimes passés. Répression des gens qui manifestent leurs droits et tout là. Par exemple, hier à la CENI, les agents réclament leur salaire. Le salaire, c'est le droit le plus élémentaire, c'est le droit comment on dit ça encore en fait, le plus élémentaire de quelqu'un. Tout travail mérite. C'est un droit. C'est un droit. Vraiment, il a intrinsèque à l'homme. Quelqu'un qui a travaillé a besoin d'un salaire. Mais vous lui privez de son salaire et il revendique. Vous envoyez les policiers, on les maltraite et tout là, on les coffre et tout. Et après, le ministre va déclarer qu'on va les payer. Moi, je pense que quand quelqu'un revendique son salaire, on ne doit pas le maltraiter, le malmener, maltraiter, traquer comme on a fait là, c'est pas bien. La police doit cesser avec ces pratiques. Ce sont des pratiques qu'on a condamnées. Si on a condamné les régimes passés, c'est à cause de ce genre de choses. Je ne peux pas imaginer que le régime de l'UDPS, qui a lutté depuis longtemps pour la démocratie et un état de droit, plus traquer ou matraquer des personnes qui réclament leurs droits. Les plus, ils n'ont tué personne, ils n'ont pillé rien, ils réclamaient leur salaire. Là, la police doit cesser. Donc avec tous ces problèmes, la CENI est incapable de payer des agents temporaires, avec des problèmes techniques. On donne raison à ceux qui disent que tout ce qui s'est passé... Pardon. Ça ne sera pas en mesure d'organiser les élections en décembre. Gisèle, la CENI a un budget. La CENI a un budget. Quand vous embauchez des gens, vous devez les payer. Ça, c'est le droit le plus élémentaire. Vous devez les payer. Mais si vous n'arrivez pas à payer des gens, il y a un problème. Il y a un problème, Gisèle. Comment on peut expliquer ça? Quelqu'un qui a travaillé à la fin du mois, vous ne le payez pas 2 ou 3 mois. Je ne peux pas accepter ça. Ou je ne serai jamais fonctionnaire de l'État si on doit vivre comme ça. Parce que vous travaillez ici à la fin du mois, vous devez remplir votre maison de vivre et tout là. Vous avez des enfants. Vous n'allez pas dire à l'enfant que non, je n'ai pas été payé. Ça n'a pas de sens. Vraiment, je suis désolé. Je ne soutiens pas, comme mon frère dit, qu'on n'organise pas les élections. Non, ça n'a pas de sens. On doit respecter le processus électoral. Sinon, on donnera toujours le temps à un groupe des opposants, entre guillemets, attendre vers la fin du mandat, se retrouver dans des conciliabules pour prolonger 2 ou 3, et puis qui auront qualité à faire partie de ce gouvernement. Toujours l'effort. Non. Je suis vraiment désolé. Je ne soutiens pas la prolongation de ce processus ou encore le glissement. Ça, c'est inimaginable. C'est tuer notre petite ou jeune démocratie. Je suis désolé. Alors, si c'est ce que dénonce Isaac, c'est que c'est passé à la CENI hier, où on a vraiment tabassé des temporaires qui manifestaient. C'est pas seulement à la CENI, ça se passe partout ailleurs au Congo, lorsque les agents revendiquent. Ils sont toujours tabassés. C'est vrai que ce n'est pas une spécialité congolaise. Même il y a 2 jours passés en France, ça s'est passé comme ça, pour ceux qui manifestaient par rapport à la loi sur la retraite que Macron voulait revoir. Mais une manifestation pacifique. Mais je ne soutiens pas, c'est vrai, la violence policière. Mais je rappelle que ce genre de bévue existe partout. C'est comme pour dire que
les bévues zéro n'existent pas. Dans les mêmes manières, Ça n'existe nulle part au monde. comme ici, la même façon Je n'ai pas dit ça. oui. Je n'ai pas dit ça, mais je précise d'abord que même aux États-Unis, il y a des bavures policières. Ce n'est pas pour autant que je voudrais les légaliser et encourager cela. Mais je dis en même temps, je me pose des questions. Si nos compatriotes qui ont manifesté, vous avez dit des temporaires qui ont, je crois, servi pendant l'enrôlement à l'identification des électeurs, si je ne me trompe pas, s'ils ont suivi les processus réguliers pour pouvoir réclamer. On commence par des démarches administratives au niveau de l'administration de la CENI, on touche ça et là, on crée une délégation syndicale pour que, je ne sais pas si cela a été fait, je me pose des questions, parce que je n'ai pas potassé cette question suffisamment pour confirmer si oui ou non ils l'ont fait. Mais seulement, ce sont des questions que je me pose. Et en même temps, je me dis, tout le monde sait, le président de la CENI s'est plaint récemment ici, des moyens qu'on ne débloquait pas. Qui ne sait pas ça? C'est vrai que si le gouvernement n'a pas débloqué des moyens pour la CENI, Kadima ne va pas prendre l'argent de ses enfants et de sa femme pour venir payer aux temporaires. Ça ne va pas se passer comme ça. Quelque part, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Nous avons des problèmes très sérieux. Je relève ici qu'il y a de ces médecins qui ont fait des années dans une situation de précarité, qui marchent, qui protestent pour désormais être payés. Quoi de plus normal que de ceux qui ont fait 2 ans, 3 ans dans une situation pareille, protestent, c'est vrai, mais suivent la démarche pour pouvoir rentrer dans leurs droits. Mais je veux pas être insensible. Suivre une démarche 2 ans durant. Je ne veux pas être insensible quant à la situation de nos compatriotes temporaires, mais je dis en même temps qu'il y en a qui ont fait 3 ans. Quand bien même que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, ce que je dis, mais ce sont les problèmes du pays que nous avons. C'est-à-dire, nous les connaissons tous. On vous met devant un fait accompli, on vous donne peu d'argent, mais pour servir toute une kyrielle des gens, et à l'impossible, nul n'est tenu, les gens doivent prendre leur mal en patience. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dis, nous sommes tous pères de famille. Nous savons comment ça se passe. On se débrouille tant mieux que mal, pourvu que les gens survivent, mais pour la plupart des gens, c'est quand on n'a pas l'idée des problèmes que la République a, qu'on a comme une légèreté dans le jugement. On juge facilement quand on ne sait pas. Prenez le cas prenez seulement le cas. On donne l'importance à je ne sais pas si c'est comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Prenez le cas du régime en place, de l'actuel. Même le chef de l'État lui-même l'a dit. Il a dit il y a des choses que je ne pouvais pas maîtriser quand j'étais dans l'opposition. Je m'en suis rendu compte quand je suis devenu président de la République. Il l'a dit lui-même. Félix, c'est ce qu'il a dit. Donc, on juge un peu facilement quand on n'est pas aux affaires. On croit que l'art est tout aisé au point de faire dada une fois aux affaires. Mais non. Rendons-nous à l'évidence que les problèmes sont cruciaux et nombreux au point que les moyens, les ressources deviennent insuffisantes pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais c'est vrai que ces compatriotes doivent... en millions. Comment? Lorsqu'il faut dénoncer, lorsqu'on parle de détournement, c'est en millions. Et les gens de la CENI font 3 mois sans être payés. Je suis tout à fait d'accord que nos compatriotes doivent être remis dans leurs droits. Ils doivent récupérer leur dû pour le service rendu à la nation. Mais en même temps, les choses se bousculent partout pour satisfaire tel corps des métiers. Il y a des médecins qui font pression, les professeurs et ainsi de suite. L'armée, tout le monde veut qu'on rehausse un petit peu son salaire. Mais en même temps, les ressources, comme je l'ai dit, sont, comment dire, insignifiantes, insuffisantes, au point de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. C'est un peu là le problème. C'est délicat, c'est justifié, c'est vrai, ils doivent manifester pour réclamer leur dû, mais en même temps, il faut que chacun, en tant que compatriote, en tant que patriote, ait à l'esprit que le pays a aussi des problèmes, et de nombreux problèmes. Ce n'est pas le seul corps des métiers, là, vous voulez dire ce n'est pas, la seule catégorie de compatriotes qui a des problèmes de salaire. Ce n'est pas la seule catégorie. Alors Isaac? En fait, moi je voudrais souligner ceci. Vous savez, on ne peut prendre que de choses qui sont bonnes. C'est-à-dire, même en France ou aux États-Unis, les bavues policières comme
frère développe ici, c'est partout, c'est vrai. Mais je veux seulement dire une chose. Vous devez savoir que les policiers sont des hommes les plus sérieux partout. Ça veut dire quoi? Avant d'aller à une opération, on donne des instructions aux policiers. Cette opération ne touchez rien de ce qui ne vous appartient pas. Ne frappez personne, ne tuez personne, ne tirez sur personne. Les policiers ne travaillent que sur base des ordres reçus. Si on leur dit ne frappez personne, ils ne frapperont personne. Ça, c'est la police et l'armée. Avant d'aller à une opération, on instruit les militaires. Pendant le régime passé, il y avait des marches où il y a eu des morts, non? Ça veut dire que la police avait reçu l'instruction de tirer à bout portant en cas de nécessité. Sinon, si la police a eu l'instruction de ne pas utiliser une seule balle réelle ou de ne pas tirer, personne ne tire. Si un seul policier tire, un seul, on saura qui est le policier qui a tiré. Et il sera jugé. Je veux dire que quand on envoie des policiers à une opération, on leur donne des instructions. Si on leur dit frapper, ils vont frapper. Donc ils ont reçu l'ordre de frapper. S'ils n'avaient pas reçu l'ordre, on n'allait pas faire ça. Je vais dire autre chose. On voyait pendant le régime passé, on se décide de marcher et vous voyez toutes les forces de l'ordre du pays. Vous voyez la police, vous voyez l'armée, vous voyez les Moura, tout le monde. Parce que les gens veulent manifester. D'abord, même les gens de la CENI, là, avant de marcher en principe, ils devaient écrire à l'hôtel de ville. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. S'ils ne l'ont pas fait... C'était pas une marche, c'était une manifestation. Ah, manifestation, bon voilà, une raison de plus. Ils réclament leur droit. On ne pouvait pas les frapper, je suis vraiment désolé. Je veux seulement dire que... Alors, je veux seulement dire que quand la police intervient, vous devez avoir une idée sur les règles élémentaires d'intervention. Ça veut dire quoi? Quand la population se décide de marcher pour réclamer quoi que ce soit, par exemple, nous disons... De manifester on manifeste, on exige des élections. On ne peut pas voir l'armée dans la rue. On ne peut pas voir l'armée dans la rue. On doit seulement voir la police qui a la charge de maintien de l'ordre et de vous disperser. Mais quand est-ce qu'on peut voir et la police et l'armée sur terrain? C'est quand une marche a un caractère insurrectionnel. C'est-à-dire qu'on remarque que parmi les manifestants, il y a des hommes armés. Là, l'armée viendrait avec la police. Ou encore, quand vous marchez, on vous demande, vous voulez marcher pourquoi? Non, tu sais que du fois Longwa. Là, le trône du pays est touché. Vous verrez toutes les forces gouvernementales sur terrain. Si on a la gendarmerie, vous verrez les gendarmes, vous verrez les policiers, vous verrez les militaires, parce que c'est la souveraineté qui est en danger. Mais des petites choses telles que revendication d'un salaire et tout, là vous venez, vous trouvez. Mais est-ce que vous croyez qu'ils avaient écrit à l'hôtel de ville? Même s'ils n'avaient pas écrit, on doit respecter la dignité humaine, on ne peut pas. Il fallait réclamer son salaire, il fallait écrire. Non, une manifestation sur la place publique se doit de recevoir un quitus de l'autorité urbaine. Ils étaient combien? Est-ce qu'on peut évaluer le nombre à combien? 1000, je ne pense pas. C'est un petit groupe de gens, vous les frappez pourquoi? Voilà. On parle de sécurité, avec tout d'abord le procès du député national Mwanga Chouchou, après que l'audience a été reportée suite à l'absence des avocats. C'est aujourd'hui donc la reprise de l'audience. Cissé Traoré, quelles sont vos attentes par rapport à ces procès, par rapport à tout ce qui est à charge de ces députés? Très bien. Je considère Mwanga Chouchou comme, évidemment, toute personne accusée jouit de cette présomption d'innocence. Mais écoutez, il y a aussi la présomption de culpabilité au vu des éléments qui me paraissent tellement probants, qui pèsent sur lui, pour conclure ou penser que l'issue de ce procès serait la condamnation. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que
je crois que Mbosso avait eu raison de dire quitter les groupes armés quand il le disait à ses collègues. Finalement, on a l'impression que Mbosso a des éléments, a des données ou des informations sur des députés qui sont dans les groupes armés, mais il refuse de nous dire. Hein, lorsqu'il a déjà lancé à ses collègues députés de pouvoir quitter les groupes armés, et que nous nous rendons compte que parmi ces députés, Mangajou, je n'ai pas le premier, hein, je crois que c'est le troisième. C'est le troisième des députés qui sont interpellés en justice. Il y a eu Moulimba Limba, il y en a eu un autre. C'est le troisième. Donc, Mbosso sait qu'il y a des collègues députés qui sont dans les groupes armés. Donc, ce n'est pas pour rien sa célèbre phrase « quitter les groupes armés » a été prononcée. Mais qu'ils nous disent ça publiquement, c'est de la rétention de l'info. Nous, on a besoin de savoir quel député que nous avons peut-être voté, mais qui serait derrière les groupes armés, qui écume l'Est. Comme ça, on prendrait des dispositions en tant que peuple. Nous-mêmes aussi, on peut se prendre en charge en tant que peuple. Est-ce que vous croyez que cette question devrait... je me dis, on aime trop gérer les choses à l'occidental ici chez nous. Sous d'autres cieux, on traite des questions selon des solutions adaptées à leur vie. Poutine, tout le monde raconte que la Russie est une dictature. Mais vous savez ce que Poutine a fait en 20 ans, 30 ans avec Medvedev, c'est qu'ils ont rendu à la Russie sa grandeur. Quelque part, il faut une dictature positive. Donc, cette question de Mangachouchou, s'il faut retourner à la peine de mort, aux pendaisons et autres, je crois qu'il faut traiter des gens comme ça. Pour que les gens... Ça se passe comme ça même en France. Hein. Si vous atteignez un degré de trahison vis-à-vis de la nation, il y a même la déchéance de la nationalité. On peut même vous fusiller. Mais aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, il y a l'injection létale. Il y a la peine de mort jusqu'aujourd'hui, la chaise électrique. Mais comment voulez-vous qu'on traite des gens avec de la clémence comme ça, alors que des gens qui sont... D'abord de la présomption d'innocence. Il faut que toutes les preuves soient réunies. Pas de problème. Mais croyez-moi, j'ai dit tout à l'heure ici, au vu des éléments à la disposition du commun des mortels, écoutez, nous savons que l'issue de ce procès serait la condamnation. Parce que s'il y a présomption d'innocence, il y a aussi présomption de culpabilité. Ce n'est pas pour rien que le magistrat décide de coffrer quelqu'un en attendant que l'on poursuive les enquêtes. Ceci se rend compte que les éléments sont probants. Mais pour le cas de Mangachou, je crois que ces éléments sont probants, même si je ne suis pas le magistrat, mais en tant que peuple dont le pays subit les affres de la guerre, à laquelle il prendrait part, je vous dis qu'il faut la punition la plus sévère s'il faut retourner à fusiller les gens au stade des martyrs. Je crois qu'il faut qu'on applique pour qu'on arrive à extirper tous les infiltrés que nous avons au Parlement, que nous avons dans l'armée. Il faut la manière forte, comme on dit, au grand mot, des grands remèdes. Ça ne sert à rien de vouloir être clément avec des gens, craindre que les organisations des droits de l'homme vont crier, ils vont râler, on s'en balance, mais nous avons des problèmes. C'est nous qui mourons à l'Est. Les droits de l'homme et autres, les Nations Unies, on s'en balance. Ils tiennent des discours comme pour condamner, mais ils ont... C'est un peu... Ça s'apparente un peu au phénomène Koulouna. On constate que la société est... Même la police est complètement dépassée, mais on craint que si on utilise de manière forte, les gens vont râler au niveau international. Mais finalement, on vit pour des gens ou quoi, hein? Ceux qui meurent, ceux qui se font couper les mains ici, est-ce que c'est des Occidentaux? Quelquefois, c'est ce que je disais ici, trouvons des solutions adaptées à nos problèmes. On s'en balance de ce que la communauté internationale pense. Et c'est comme ça qu'on va créer notre modèle à nous de démocratie, notre modèle de développement. Il ne faut pas que tout le temps on soit comme si on vivait par rapport aux humains à des Nations Unies. Finalement, si on est nation, en tant qu'État, qu'on s'assume, qu'on trouve des solutions qui vont avec nos problèmes à nous. Tout le monde sait que nous sommes infiltrés, de partout, au sein des institutions. Tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Mais vous allez continuer à dénoncer ça verbalement et vous croyez que les taupes vont s'en aller d'elles-mêmes. Appliquons la manière forte. Les Mwangachous sont nombreux dans le Parlement là-bas, Sénat et Assemblée nationale. Il y en a dans la mer, dans l'armée. Il y a des Mwangachous partout. Pour autant, il faut utiliser la manière forte. Alors aujourd'hui, ce procès, cette affaire fait un grand bruit. Isaac, est-ce qu'on ne va pas assister à une suite comme d'autres procès qui ont été même télévisés après liberté provisoire, parce qu'on dit déjà qu'il est malade, qu'il a un problème de santé. Non. En tout cas, sur ce point, je m'aligne totalement sur les arguments ou
les analyses de mon ami. Ouais. Je n'ai rien à contredire, mais je vais seulement renchérir ou ajouter que d'ailleurs la RDC à l'heure actuelle, hein, il fallait même mettre en place une cour martiale pour juger tous les traîtres. Et on sait déjà les répressions de la cour martiale, c'est la mort. Il faut une cour martiale. Il y a beaucoup de traîtres, beaucoup. Moi je connais, beaucoup comme Bosso, je vous jure. Vous savez, je me rappelle, d'autres sont à l'Est, je me rappelle en 2012, j'étais dans mes investigations à l'Est. J'ai travaillé avec un journaliste de Wall Street Journal, Rod Christopher. Nous sommes allés interviewer un homme. Depuis les États-Unis, ce monsieur est venu, il connaissait le chef d'M23. Et je vous dis, vous ne me croirez pas. Nous sommes allés interviewer Bizi Makara. S'il savait que j'étais congolais, il n'allait pas nous raconter tout ce qu'il a raconté là. Pour lui, il a reçu des journalistes américains. C'est pour dire que la chaîne est énorme. Il pensait qu'il recevait 2 journalistes américains. Parce que c'était le Wall Street Journal. Mais moi, j'étais congolais, l'autre était américain. Mais quand je parle l'anglais, vous direz que je suis américain. Ah, il a tout déballé. Il ne pouvait pas imaginer que moi, j'étais congolais. C'est pour vous dire que moi, je soutiens qu'on mette en place une cour martiale. Tout le monde qui est impliqué, qui est considéré comme traître, doit être pendu en public comme mon ami souligne. Ça, je souligne, je crois ça. Et peut-être 2. Parlant de la communauté internationale, comme il a évoqué ici, moi je pense qu'en Chine, Xi Jinping vient de faire un 3e mandat. 3e mandat consécutif. En fait, si les États-Unis, la France, dans leur démocratie, on ne peut pas faire 3 mandats, ils ne peuvent pas imposer ça dans tous les pays du monde. Et nous savons que chez nous, ça n'a pas marché pour certaines raisons. Parce qu'à un certain moment, Kabila ne servait plus leurs intérêts. C'est ici que je dois souligner que nous ne pouvons pas toujours regarder. Nous pouvons créer notre démocratie. Tout État est souverain. Il y a des pays où la mandature est de 5 ans, d'autres 7 ans. Un grand pays comme la RDC, on pouvait avoir 7 ans de mandat. C'est dans ce sens-là que je peux soutenir aujourd'hui, par exemple, une révision constitutionnelle. Parce que voilà pourquoi vous avez une solution adaptée. Voilà, on doit avoir au moins 7 ans de mandat. Pour notre pays. C'est ça la meilleure solution. Mais franchement, vu nos problèmes, tout à fait. Aujourd'hui, Tshisekedi atteste son 5e année. C'est comme dit, c'est à peine. Non. Mais il avait tout le temps de faire, de tout faire. Non, regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Nous devions toucher l'essentiel. Moi, je pense que si je faisais partie des conseillers du chef de l'État, quand il a accédé au pouvoir, il est allé à l'Est, non? Il a déclaré que trop, c'est trop. La guerre à l'Est doit s'arrêter. S'il faut même laisser ma peau pour que la paix revienne, je le ferai. Moi, si j'étais conseiller de Tshisekedi, j'allais lui dire, vous devez déclarer de la même manière que tant qu'une portion du territoire national est occupée par les rebelles, on n'ira pas aux élections. Déjà en 2000... dictature. Non, ce n'est pas une dictature. Il faut sécuriser la population. Gisèle, je ne sais pas. Vous savez le problème de l'Est, moi ça me fait mal. Moi j'ai fait 14 ans, de 2005 jusqu'en 2018, je suis arrivé là où, si on vous dit d'aller, vous aurez même la peur au ventre, hein, mais je suis arrivé. Quand vous parlez de vieux, moi j'ai vu une dame de 83 ans. Elle me parlait en riant. Banananga, balali nangai, bapoko nanga d'ailleurs. Il y a une, comment on appelle ça, une doctrine à Bénier, à Nitori là-bas, chez les jeunes, que si vous couchez avec une femme de 80 ans, vous devenez invulnérable. Si on tire sur vous, vous ne mourrez pas. Et cette grand-mère me racontait ça. Mes petits-fils, c'est abusé. Vous voyez, vous avez changé du peuple. Vous pensez que le problème de l'Est là, c'est de la blague. C'est pourquoi moi j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes obligés à tout faire pour aider l'actuel ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, de réussir à mettre fin à la guerre, à restructurer l'armée. C'est ça le vrai problème qu'on a, la priorité ici, c'est d'abord l'armée.
Vous savez, les Romains disent, si wispa kempara bellum, si vous voulez la paix, préparez la guerre. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas une armée forte, ma soeur, on peut tout faire. Il y aura toujours des... Le problème, actuellement, là, c'est la défense. Il faut tout faire, et moi, je crois de tout mon cœur, vous savez. Et ceux qui disent même qu'il doit aller mettre sa base de... Mais c'est ça. Bon, excusez-moi, il y a Bouzoba. Excusez-moi, quelqu'un qui peut dire que... Ah, ben, va aller à il y a Bouzoba. Je vais vous dire une chose. Dès que le président Tshisekedi a nommé Bemba comme ministre de la Défense, vous savez, déjà dans l'opinion, chez les rebelles, chez les Rwandais, c'est déjà la panique. Juste la présence de la personne, sa gabarit, sa philosophie. D'abord, c'est un ex-chef rebelle. Il a le sang de Mbaka. Vous savez, le Mbaka, Betty na Betty. Déjà, ça, c'est Bemba. L'image qu'il a, c'est quelqu'un, c'est un aguerri et tout là. Mais il doit avoir aussi des militaires qui doivent avoir le même moral que lui. C'est là que j'ai toujours dit et je soutiens. Je sais que les Congolais peuvent seulement avoir un peu de patience. Vous savez, l'armée, c'est tout un système. C'est une science. C'est un art, c'est un tout. Ce n'est pas en vain que vous voyez dans l'armée, il y a des caporaux, il y a des sergents, il y a des lieutenants, il y a des adjudants, il y a des capitaines, des majors, des lieutenants. L'armée, c'est un système. Et puis dans l'armée, s'il n'y a plus de confiance, vous n'avez plus d'armée. Il faut que dans l'armée, un recrue, ou bien un caporal, quand il est sous ordre d'un sergent, il doit être sûr que ce sergent me donne des ordres que je dois tempérer parce qu'il a étudié à Kitona, il mérite, il connaît la matière, donc je dois le respecter et obéir à ses ordres. Un sergent aussi, quand il regarde un adjudant, il doit être sûr que cet adjudant a suivi le cours des officiers de police judiciaire, il mérite, il est de telle promotion. L'armée, c'est une affaire de confiance. Quand un adjudant regarde un capitaine, ou bien un lieutenant, ou un lieutenant regarde un capitaine, il doit être sûr que ce capitaine, c'est un commandant d'une compagnie, il est de telle promotion, des fois il a étudié. C'est ça l'armée. Mais quand on a pris quelqu'un qui n'a jamais été à une école de formation des officiers, directement colonel ou major, on n'a pas d'armée. C'est ainsi que Bemba n'a que les recrues, les 25 000 militaires qu'on a recrutés il n'y a pas longtemps, ceux qui sont à Kitona, et on va continuer à recruter. Et c'est l'armée que Bemba peut gérer qui pourra sécuriser le pays. Et la formation des militaires, je suis désolé, ça prend au moins 18 mois. On doit avoir un peu de patience. Sinon, la Bemba n'a pas... Et puis, excusez-moi, je dois le dire. Très vite, hein, je dois le dire pour citer. Ceux qui tiennent l'armée, ce sont des généraux. Je suis vraiment désolé, c'est notre pays qui est en danger. Actuellement, malheureusement, nous avons des généraux commerçants, les affairistes. Ils ne soucient plus de militaires. Ça, je suis vraiment désolé. Si déjà au niveau des officiers généraux, la plupart, c'est le commerce de militaires, on le sait. Et je pense qu'avec des bons conseillers, on réussira à créer une nouvelle armée. Nous sommes dans la processus de création d'une nouvelle armée. Parce que notre armée, qu'on avait pendant la Deuxième République, l'Occident, je cite ici les États-Unis, la France, la Belgique, ont détruit cette armée depuis 1997. Tu t'imagines qu'on n'a plus des unités de parachutistes, on n'a plus des unités de paracommandos, il n'y a plus de fantassins. On doit restructurer. C'est maintenant qu'on doit créer une armée. Merci Isaac. Alors Cissé, Isaac était en train de parler de la réforme de l'armée pour amener la paix à l'Est. Comment s'y prendre? Alors, de votre côté, quel est votre point de vue? Mon point de vue est tel que la réforme d'une armée, ce sont des projets à long terme. Ce ne sont pas des projets à implémenter alors que vous avez une opposition qui vous fait pression de l'autre côté pour organiser les élections, pour résoudre je ne sais quel autre problème. L'armée, ça prend du temps pour pouvoir la réformer. C'est des projets qu'il faut implémenter sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Même sous d'autres sièges. Regardez ceux qui ont les armées les plus fortes. Ils les ont construites sur 50 ans, 100 ans. C'est comme ça que ça se passe.
C'est pas comme on dit non. C'est un projet qui nécessite des années et des années pour avoir une armée forte. Pour autant, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas décider d'un commun accord, opposition, majorité, société civile et que sais-je encore, de construire une armée forte sur, par exemple, 10 ans. Mais pour autant, on sursoit tel projet, on sursoit tel autre projet, on sursoit tel projet. Pour construire des institutions qui vont être fortes et redonner à la RDC sa place en Afrique, c'est l'armée, les services de renseignement, un parlement dynamique, une société civile expressive, une presse libre, tout ça là pour le construire. On décide d'un projet à implémenter sur le long terme. Mais on sursoit d'autres projets qui peuvent engloutir beaucoup d'argent. Parce que réformer l'armée et construire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nécessite beaucoup d'argent. Quand je dis de commun accord, ça veut dire quoi? Que pour que, pendant que vous allez être en train de construire ces institutions-là, projetées sur 10 ans, 20 ans, qu'il n'y ait pas 2-3 troubadours qui vont se mettre dans la rue pour réclamer les élections. Mettez-vous d'accord que ce que nous décidons ici... Attendez, qu'est-ce qu'il y a avec les élections? Mais je vous dis... ce que je vous dis ici a déjà été, ce que je vous dis ici a déjà été appliqué sous d'autres cieux et ça a donné des solutions. On ne construit pas une armée pendant que vous avez de l'argent à partager entre les élections, l'armée, que c'est les médecins. Finalement, vous allez injecter combien dans l'armée que vous avez? Nous, on a combien d'argent ici? Le budget même, il est combien? Sous d'autres cieux, l'armée, rien que l'armée de terre, a des budgets en milliards. En milliards sous d'autres cieux. Nous, on a combien? Mais pour autant, on veut les dilapider, les mietter en réalisant les élections. Mais je vous disais, quand je dis ça, les gens ont peut-être l'impression que c'est pour comme faire l'apologie de la non-tenue des élections. Mais non! Ce que je dis ici, ça s'est appliqué sous d'autres cieux. Et aujourd'hui, ils ont des armées, services de renseignement bien assis. Parce qu'ils ont accepté de subir une dictature positive d'au moins 20 ans, 30 ans. Et c'est ce que je disais. Il y a même un professeur congolais qui l'a proposé ici, une dictature éclairée, mais positive, qui va aider la RDC en 10 ans, 20 ans. On dit, on n'organise pas les élections pour 15 ans ou 20 ans. Par exemple. Et puis on dit, solution à court terme. On ne paye plus, on dit par exemple, on ne paye plus les députés pendant 10 ans. Les députés qui vont siéger vont accepter de ne plus être payés. On choisit toutes les institutions qui engloutissent l'argent de manière budgétivore là. On dit, vous allez accepter de travailler pour la nation, sacrifiez-vous pour 10 ans, 20 ans. Ce projet ici, en 20 ans, vos progénitures et autres, tout, vont venir savourer le sacrifice que vous acceptez pour le moment. Et vous verrez que sur 10 ans, 20 ans, personne ne va en sortir gagnant, mais c'est toute la... Ce ne sera pas un Tshisekedi qui sera gagnant, ce ne sera pas un Fayoulou, mais ce sera la République démocratique du Congo avec une armée forte, capable de terroriser tous les maigrichons des Kagame. Ce sont des solutions à long terme, mais à court terme, parce qu'on ne va pas quand même continuer à court terme, justement, si on ne tient pas les élections en 2023, pour autant, la RDC va mourir, va disparaître en tant que nation. Est-ce que le ciel va nous tomber dessus? Vous savez, les élections, c'est carrément $1 milliard. Vous savez ce que ça peut faire pour l'armée? Mais le soldat Igoué en a besoin pour réformer l'armée. 1 milliard des élections, on peut injecter ça dans l'armée. Même pendant 2, 3, 4 ans, les résultats seront là. On le maintient à sa place de VPM en charge de la défense, on lui donne les moyens nécessaires et on lui donne le temps aussi. Parce qu'il ne suffit pas que d'avoir des moyens. Il faut le temps de pouvoir extirper toutes les tops qu'il y a. Parce que les tops, il y en a. Dans l'armée, il y en a. Mais pour les identifier, les extraire, il faut du temps. Et il faut des moyens. Donc, arrêtons de faire des choses avec précipitation. Comme si ceux qui nous font pression pour qu'on organise les élections, ils ont résolu déjà le problème de la famine. Hein. Ils ont déjà résolu le problème de la sécurité chez eux. À part le terrorisme qui fait rage. Mais les problèmes auxquels nous sommes confrontés, eux les ont déjà résolus. Merci. Alors, donc qu'ils arrêtent de nous faire pression pour les élections. Le problème c'est quoi? Nous sommes dans une procédure d'urgence. Il y a une portion du territoire qui est occupée. Je ne pense pas qu'on doit attendre 10 ans
où on aura une armée, pour avoir une armée forte, on dit non. L'armée, ce sont des combattants, des gens qui doivent aller combattre. L'armée, les militaires doivent avoir le même esprit. Si vous incorporez aujourd'hui l'armée américaine, vous trouverez, c'est une armée multiraciale. Vous trouverez des noirs, des peaux jaunes, de blancs, ainsi de suite. Mais quand vous servez sous les drapeaux américains, vous ne servez plus l'intérêt de votre pays d'origine. Donc, dites que on peut avoir une armée forte dans 10 ans, c'est une aberration. Parce que l'armée, ce sont des soldats. Pour former un soldat, prêt à aller à la guerre, ce n'est pas 2 ans. Merci Isaac. Attends, je vais terminer, pardon. Il a dit des choses sérieuses. 10, 20 ans, oui, plus on grandit et tout là. Et puis, ça ne doit pas être un prétexte de ne pas aller aux élections. Le vrai problème, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit au début ici. Vous l'avez déjà dit. Voilà, c'est pour ça que je dis, si c'était déjà dit au départ qu'on ne peut pas aller aux élections tant qu'une portion du territoire est occupée, il n'y a pas de problème. Aller aux élections ne changera rien. Merci. J'aimerais que vous placiez un mot parce que nous avons dit au sommaire sur le sport. Mauritanie, RDC. Vous répétez Isaac. Comment avez-vous un mot par rapport à vos pronostics, un peu par rapport à ce match qui se jouera Mauritanie, 4e journée. Hein. Ok, en tant que Congolais, nous souhaitons bonne chance à nos léopards et je crois à ce que l'entraîneur a déclaré qu'il considère ce match comme si il jouait un match de finale. Donc c'est un match à gagner à tout prix pour avancer. Donc bonne chance aux léopards qu'ils aient été là. Alors si c'est, termine avec vous. Évidemment, le souhait ne peut qu'être celui de voir les léopards remporter. Je crois qu'à l'aller c'était 3-1, hein, 3-1 si je ne me trompe pas, à Lubumbashi, et que le retour, il nous suffit même d'un but partout, même 2-1. Je crois que les léopards vont se qualifier. Et c'est ce qu'on souhaite, et que le gouvernement mette à leur disposition tout ce qui est nécessaire pour pouvoir donner le résultat. Je sens que mon vieux Féfé apporte du sang nouveau, du vent nouveau dans le sport, hein, le vieux Kaboulot. Mais il n'a pas commencé. Non mais, je dis, le vent, rien que son nom, l'ordonnance a été signée, rien que le fait que c'est lui qui a été désigné comme ministre des Sports, je crois que ça a soufflé comme un vent positif sur le sport congolais. Et nous croyons que l'issue sera heureuse. Il est face à la réalité aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Isaac Mwenza. Merci Cissé Traoré. Ce ne sera pas une dernière fois. Hein. Pas du tout. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Bongafula.